Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau un profil que nous n'avons pas forcément l'habitude de mettre en lumière dans cette émission, mais nous avons voulu recevoir cette journaliste aujourd'hui parce qu'elle couvre pour le Figaro l'un des procès, si ce n'est le procès le plus retentissant de ces dernières années. Et avec elle, on va essayer de s'inviter dans les coulisses de ce chapitre judiciaire hors norme. Bonjour Margot Dademar. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Alors vous venez de très loin, hein. Votre bureau se trouve 3 étages plus haut. Moi je suis plutôt à Avignon. Mais... Ah, vous êtes plutôt à Avignon, c'est vrai. Alors oui, si vous êtes à Avignon en ce moment, d'ailleurs, c'est pour l'actualité dont vous venez nous parler aujourd'hui. Vous suivez le procès des viols de Mazan. C'est une affaire tentaculaire où un mis en cause, Dominique Pellicot, est accusé d'avoir drogué sa femme Gisèle pour la soumettre à une cinquantaine d'hommes, hein, presque tous poursuivis pour viol aggravé. La première question que je voulais vous poser, elle est assez personnelle, parce que c'est vrai que des procès, vous en avez suivi des dizaines. Celui-ci, il représente quoi pour vous ? Alors déjà, c'est un procès historique et puis surtout c'est un procès dans la durée. C'est-à-dire qu'il a commencé le 2 septembre, il se termine normalement le 20 décembre. Donc il faut tenir sur la durée. Et puis je pense que c'est la première fois que j'assiste à un procès où quand même on est confronté à des vidéos de viol. Donc quelque part on vit ce viol et on a un peu la pression. Enfin, j'avais une consoeur qui avait ce mot, elle disait c'est un peu une apnée dans l'horreur et c'est vraiment ce qu'on ressent quand on passe toute la journée enfermé dans une salle et qu'on visionne 4 à 6 vidéos de viol par jour. On en ressort avec un certain vertige quand même. Il est rare que dans ce type d'affaires, les vidéos de viol soient diffusées lors des audiences ? Alors c'est extrêmement rare d'avoir des vidéos de viol, donc c'est la première fois et surtout dans ce procès-là on s'attendait plutôt à un huis clos. Oui. Ça a été complètement un grand bouleversement quand Gisèle Pellicot a annoncé qu'elle voulait justement, pour que la honte change de camp, qu'il n'y ait pas de huis clos. D'habitude souvent les parties civiles sont parfois absentes, même à l'audience, sont représentées simplement par leur avocat parce qu'elles ont honte. Et là non seulement Gisèle Pellicot est là tous les jours de 9h à 19h, mais en plus, elle est là pendant le visionnage de ces vidéos. Oui, elle a demandé effectivement à ce que le huis clos soit levé. Bien, on va en parler avec vous justement de ces coulisses, la façon dont les journalistes sont sélectionnés à l'entrée de la salle d'audience, c'est absolument passionnant. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentées par Sarah Lecoeuvre. Allez, on commence les infos médias avec la famille Kretz qui répond à Fabrice Lucchini et toutes les accusations. Et oui, parce que vous savez, alors les Kretz, pour vous contextualiser, c'est cette famille d'agents immobiliers spécialisés dans le luxe qui sont au cœur d'une émission de télévision, l'Agence, qui est diffusée sur TMC et Netflix aussi depuis 2020. Et alors à l'occasion de la 5e saison qui est lancée dès ce soir sur la chaîne, sur le Canal 10, eh bien Olivier Kretz, le père fondateur de l'entreprise familiale, nous a accordé un entretien, c'est à lire dans le Figaro du jour. Il répond à Fabrice Lucchini qui récemment avait déclaré que certaines scènes étaient scénarisées, lui qui a participé à la première saison du programme. J'ai joué le client alors que j'avais déjà acheté les bureaux, c'est génial, le métier de comédien, avait-il ironisé à l'époque. Alors, Olivier Kretz tient à rectifier la vérité. Tout ce qui a été tourné avec Fabrice Lucchini est complètement vrai, tient-il à rappeler, avant d'admettre que effectivement certaines scènes sont rejouées, mais par souci plus d'agenda pour le tournage qui dépend de plusieurs facteurs, dit-il. Il faut qu'il fasse beau, que les équipes et les clients soient disponibles, et c'est très complexe avec un Fabrice Lucchini, comme tous les gens connus, qui ont un agenda très chargé. Alors Netflix, c'est une plateforme de vidéo à la demande qui diffuse aussi l'Agence, qui est également diffusée à la télévision sur TMC, et on sait que cette plateforme est très friande des faits divers. On a vu beaucoup de fiction, beaucoup de documentaires en lien avec des histoires absolument horribles. Est-ce qu'il est question que l'affaire Pellicot soit à un moment donné adaptée sur Netflix, voire même sur une chaîne de télévision en fiction? Alors c'est vrai qu'on a vu sur Netflix, là, déjà il y avait le fameux film Omar Mathieu sur l'affaire Omar Haddad, pardon. Oui. Il y avait aussi le film sur le petit Grégory aussi de mémoire. Donc c'est des. Le documentaire était absolument fabuleux aussi. Super, une fiction aussi. Ouais, exactement. Voilà, donc il y a quand même Netflix est assez friand effectivement de ces affaires-là. Sur l'affaire Pellicot, pour l'instant, rien n'est dit, rien n'est sûr. Après, évidemment que des bruits de couloir disent qu'il y a déjà des livres qui sont en train d'être écrits, il y a des films, et c'est normal presque, j'ai envie de vous dire, parce que c'est quand même une affaire qui a un retentissement dans la société
telle que ce serait étrange qu'il n'y ait pas de film sur le sujet. Bien sûr. Allez, on poursuit ces infomédias, Margot Dadémar, avec Pierre Palmade qui attend son incarcération. Oui, parce que pour rappel, le 20 novembre dernier, le tribunal correctionnel de Melun a condamné l'humoriste à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, avec mandat de dépôt différé pour le grave accident de la route qu'il a causé en février 2022 sous l'emprise de stupéfiants. Alors Pierre Palmade a choisi de ne pas faire appel de cette condamnation. Il a donc accepté sa peine et doit avoir rendez-vous avec le procureur de Bordeaux afin de décider de la date, le moment où il sera incarcéré. Et d'après les informations de RTL et BFM, ça pourrait être avant Noël. Voilà, incarcéré dans la prison de Bordeaux-Gradignan. Alors, Pierre Palmade, ça a été une affaire qui a été ultra médiatisée. Sur BFM TV, on se souvient, pendant des jours et des jours, on en a parlé. Vous suivez également l'affaire Gérard Depardieu, qui est une affaire pareille, qui a fait l'objet déjà de nombreux documentaires, de nombreux sujets dans les journaux d'information. Est-ce que c'est compliqué pour une journaliste de suivre ces affaires où il y a des people, où il y a autant de caméras? J'imagine que les avocats doivent crouler sous les demandes des journalistes. C'est difficile de faire votre métier dans ces conditions ou pas? Alors non, pas nécessairement. C'est-à-dire qu'un avocat reste un avocat. Après, c'est vrai qu'ils essayent de donner leur version des faits. Et nous, en tant que journalistes, c'est important d'aller voir aussi bien les avocats des personnes mises en examen que les avocats des plaignantes, pour justement avoir le contradictoire et essayer de s'approcher au plus près de la vérité des faits. Et puis après, voilà, que ce soit Palmade, que ce soit Depardieu, que ce soit Bedos, que ce soit... Voilà, il y a des personnes très médiatiques aujourd'hui qui sont dans les tribunaux, et ce qui marque surtout, je pense, c'est au moment où il y a les procès, où on voit le nombre de journalistes qui sont accrédités, et notamment le nombre de caméras aussi à chaque fois qui se ruent sur les portes de la salle d'audience, dès que c'est la fin, voilà, à la fin une suspension d'audience ou à la fin d'une audience, il y a toujours ce mouvement de foule qui est assez impressionnant, et on le retrouve d'ailleurs dans l'affaire Pellico, systématiquement, dès qu'il y a une suspension, toutes les caméras se ruent sur la porte de la salle d'audience. Il y a tous les accusés qui sortent, qui se cachent, qui mettent des masques. Et ensuite, il y a Gisèle Pellico qui arrive, sous les applaudissements, parce que le public systématiquement l'applaudit. Parfois, il lui offre des bouquets de fleurs, etc. Donc, il y a tout aussi... en fait, une fois que tout se joue dans le prétoire, il y a aussi autre chose qui se joue à l'extérieur. À l'extérieur, c'est ça. Mais à partir du moment où il y a effectivement ce mouvement de foule, tous ces journalistes qui se battent pour avoir le meilleur plan, est-ce qu'à ce moment-là, c'est chacun pour sa pomme, en gros, ou bien il y a une forme de confraternité qui s'installe, et bon, on essaye quand même de laisser un peu de place à son camarade? Alors déjà, il faudrait laisser un petit peu de place à Gisèle Pellico, parce que parfois, elle ne peut même plus avancer. Voilà. Elle a des gardes du corps qui l'entourent. Alors, elle a des avocats qui sont... qui jouent les gardes du corps. D'accord. Mais non, à chaque fois, oui, elle sort avec ses avocats, et parfois, elle prend la parole, parfois non, parfois, elle va voir les personnes qui sont là, qui attendent quand même depuis 7 h du matin d'avoir une place dans la salle d'audience pour venir soutenir Gisèle Pellico. C'est des gens qu'elle ne connaît pas, des anonymes Des anonymes complets. J'ai rencontré la semaine dernière un groupe de septuagénaires qui vient tous les jours à 6 h du matin. Elles ne se connaissaient pas avant le procès, se sont rencontrées dans la file d'attente, et elles ont décidé après ça de se faire un petit groupe WhatsApp où elles se parlent du procès sans cesse, elles prennent des notes, elles se font des rapports tous les soirs sur ce qu'elles ont entendu, et elles ont même créé un calendrier avec toutes les dates voilà, où les accusés sont venus chez Dominique Pellico. Enfin, c'est vraiment du sérieux, quoi. Ah oui, d'accord. Elles mènent aussi leurs propres investigations, presque. Oui, c'est ça. Et alors, on peut se demander, mais pourquoi? Quel est l'intérêt? Il y a quand même des journalistes qui sont sur place. On est, je crois, un peu plus de 150 journalistes accrédités à ce procès. Et elles disent, bah oui, mais nous, on a besoin de voir aussi, de se dire, on était là. Et il y en a une qui m'a dit, oui, mais si Gisèle Pellico peut le faire, moi, je peux le faire aussi. Je veux aller au bout de ce procès avec elle. Eh bien, ces coulisses, elles sont absolument passionnantes, Margot Dadémar, et on en parle dans l'interview du Buzz TV. Vous couvrez donc pour Le Figaro le procès des viols de Mazan. Donc Dominique Pellico, je le rappelle, est accusé d'avoir drogué à son insu sa femme Gisèle Pellico afin de la soumettre à 50 autres hommes, presque tous, je le rappelle, poursuivis pour viol aggravé. Le procès s'est ouvert le 2 septembre dernier. Il doit durer jusqu'au 20 décembre. Aujourd'hui, on en est où dans ce procès ? Alors aujourd'hui, ce sont donc les plaidoiries de la défense. On a alors l'avocate de Dominique Pellico a ouvert le bal de ces plaidoiries il y a quelques jours. Donc maître Béatrice Zavarro, elle a plaidé comme elle a pu, parce qu'on aurait pu penser que ce serait la dernière à parler,
puisque logiquement, tous les avocats des co-accusés de Dominique Pellicot chargent Dominique Pellicot en disant non, mais moi je ne voulais pas commettre un viol, c'est un viol involontaire. Si je suis venue, c'est parce que j'étais sous l'emprise de Dominique Pellicot. Donc elle aurait pu logiquement se défendre en dernier, mais bon, c'est elle qui a ouvert ce bal des plaidoiries de la défense qui va durer jusqu'au 13 décembre. Ouais. Et ensuite, on aura une semaine de délibéré et enfin le verdict le 19 ou le 20 décembre. Vous y serez, Margot Dadémar. On vous suivra sur le Figaro. Et alors, vous le disiez au début, de nombreux médias français sont mobilisés sur place. Est-ce qu'il y a aussi des médias étrangers? Puisqu'on le sait, elle a fait la couverture du Time en Allemagne, il me semble. Hein, Gisèle. De Vogue. Du Vogue, pardon. On la voit d'ailleurs s'afficher, la couverture. Qui est absolument belle couverture. Et magnifique couverture. Donc, j'imagine que les médias étrangers sont également présents. Alors, ils sont très, très, très nombreux. Alors, il y a effectivement à la fois les médias britanniques, dont le Times, le Daily Mail. Ouais. Il y a aussi le New York Times qui est présent. Ah ouais. Il y a aussi une journaliste qui vient du Japon. Ah ouais. Évidemment, il y a nos voisins allemands et espagnols. Donc, la couverture médiatique est assez impressionnante. Et j'en parlais la dernière fois avec ma consoeur du New York Times, elle me dit, mais rendez-vous compte, quand on regarde les chiffres de ce que lisent nos lecteurs au New York Times, pas juste au niveau New York Times France, mais New York Times Monde, on a premier sujet les plus lus, ce sont les sujets Ukraine. Ouais. Deuxième sujet les plus lus, Gaza. Troisième sujet les plus lus, Mazan. Mais ça, c'est incroyable parce que des procès de ce type-là, où on parle d'atrocités dans le monde, je pense qu'on pourrait en citer beaucoup. Comment expliquez-vous que ce procès-là de Gisèle Pellicot, enfin de Dominique Pellicot en l'occurrence, soit à ce point et un retentissement aussi fort à l'international ? Je pense pour deux raisons. En tout cas, ce que me disent mes confrères étrangers, c'est que ce qui les a frappés, eux, c'est la dimension. Alors, on pourrait penser que c'est le consentement en France qui nous intéresse, la soumission chimique. Eux, c'est la trahison familiale. Ils trouvent que c'est une trahison ultime. Ils sont assez impressionnés par les faits. En fait, c'est un procès de chiffres, surtout, parce qu'il y a 50 co-accusés, 51 accusés. Les faits ont duré 10 ans. Ouais. Le procès va durer 4 mois. Enfin, c'est une ampleur assez démentielle. Et on se dit, mais comment c'est possible ? On voudrait comprendre. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi la question du viol. C'est comment, aujourd'hui, en France, en 2024, on juge des faits de viol. Ouais. Comment est-ce qu'on traite la partie civile ? Quelles questions on lui pose ? Et puis, c'est l'une des premières fois, surtout, où on a des preuves concrètes des faits qui sont les vidéos. Oui, bien sûr. Et alors, parlons très concrètement des coulisses de ce procès. Vous, Margot Dadémar, quand vous arrivez le matin pour suivre les plaidoiries, qu'est-ce que vous faites ? Vous arrivez à 9h, il y a les prévenus, j'imagine, la police. Est-ce que vous avez une place réservée pour les journalistes ? Alors, ça a été la grande question de ce procès. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas, le tribunal d'Avignon ne s'attendait pas à une telle ampleur. Ouais. Ils ont essayé d'avoir une salle un peu plus grande, mais voilà, peut-être question de budget, etc. En tout cas, ils ont gardé une salle, la salle principale, la salle d'audience, et une salle de retransmission pour à la fois donc la salle principale, les accusés, les avocats, et quelques journalistes, et la salle de retransmission pour le public et les journalistes. Que l'on voit à l'écran, là, d'ailleurs, hein, la fameuse salle de retransmission. Oui, la fameuse salle de retransmission, tout à fait. Il n'y a pas assez de place, donc ils doivent maintenant sélectionner. Finalement, un accord a été trouvé, c'est-à-dire qu'il y a systématiquement 5 places pour la presse locale, ouais. C'est-à-dire Midi Libre, La Provence, etc. 5 places pour la presse internationale et 20 places pour la presse nationale. Ça, c'est dans la salle principale. Ensuite, dans la salle de retransmission, il y a bien sûr priorité aux journalistes, mais il y a énormément de public. Et c'est vrai qu'au début, c'est cet accord qui a été trouvé, il n'existait pas. Donc, il fallait se lever extrêmement tôt, c'est-à-dire on se lève à 7h, on arrive, enfin même plus tôt, on arrive à 7h devant les portes, on fait 2 heures de queue en espérant avoir une place dans la salle, et puis ensuite l'audience commence à 9h, et puis ensuite à midi, rebelote, il faut de nouveau aller vite chercher un sandwich, et j'ai des images, parfois des photos, c'est assez étonnant de voir toute une file d'attente de journalistes assis par terre dans le tribunal avec un sandwich à la main qui attendent la réouverture de la salle. Donc c'est des conditions de travail quand même assez particulières. Il y a parfois même des journalistes qui filoutent, entre guillemets, qui se font passer pour d'autres journalistes de façon à ce qu'ils puissent rentrer dans le... Ça, c'est une bonne méthode, ça marche ou pas ? Je la conseille pas. Non, mais c'est déjà arrivé, là. C'est déjà arrivé, oui. On a eu des cas où parfois des journalistes se faisaient passer pour d'autres médias, sauf que, en fait, si par exemple, on donne le nom, puisqu'on travaille au Figaro, du Figaro, alors qu'on n'est pas du Figaro, si moi ensuite j'arrive et j'ai dit je suis du Figaro, on peut me refuser l'accès en me disant non, désolé,
désolé, quelqu'un est déjà venu et a dit qu'il était du Figaro. Ouais. Donc, à partir de là, on vous laisse pas entrer. Donc oui, il y a des petites, parfois des comme ça, mais moi, ce que je retiens quand même de ce procès, c'est qu'il y a une vraie solidarité aussi entre journalistes, et ça, c'est super important, parce que les faits sont atroces, le procès est long, il faut tenir, c'est pas évident, voilà, on vient de le raconter, de travailler dans ces conditions-là, et pour autant, il y a une vraie solidarité entre les journalistes. On a un groupe où, voilà, si jamais on n'entend pas tel ou tel mot, on peut demander aux autres, alors est-ce que tu as bien entendu ça, vérifier, etc. On essaye de s'entraider, et ça, c'est important. Alors c'est vrai que vous l'avez rappelé, les vidéos des viols sont diffusées lors de la salle d'audience, ça doit être des moments absolument insoutenables. En tant que journaliste d'ailleurs, vous n'êtes pas forcément armé à assister à ces atrocités. Comment faites-vous, à titre personnel, pour vous blinder? Est-ce que vous les regardez? Est-ce que vous baissez la tête à ce moment-là? Est-ce que, pardonnez-moi pour cette question peut-être un peu indiscrète, mais est-ce que vous êtes suivi psychologiquement peut-être aussi après, parce que vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin de vider votre tête? Alors, les vidéos, elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires parce que quand on entend parfois ce que disent les accusés et qu'ensuite on est confronté aux vidéos, il y a quand même une mise en perspective, si je puis dire, qui s'opère. Après, les vidéos, oui, il y a forcément un choc. C'est des images qui restent ancrées en nous, les journalistes. C'est des images qui sont vraiment... qui restent à jamais dans notre rétine, mais c'est important de les voir. Alors après, au début, oui, on regarde parce qu'il y a un devoir aussi de vérité, etc. Donc ça participe à la manifestation de la vérité. Ces vidéos, c'est pas juste du voyeurisme. Et puis ensuite, au fur et à mesure du temps, il n'est plus vraiment... Enfin, moi, je pense qu'il n'est pas nécessaire de scruter toutes ces vidéos. Donc moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est plutôt regarder les réactions dans la salle, notamment celle des accusés. Est-ce qu'ils regardent les vidéos? Est-ce qu'ils ne les regardent pas? Comment ils les regardent? Celle de Dominique Pellicot aussi. Alors, la plupart du temps, il est comme ça, il ne regarde pas. Gisèle Pellicot regarde? Et Gisèle Pellicot, systématiquement, à chaque fois, je regarde sa réaction, elle regarde son téléphone. Donc, alors, il y a quand même le son, parce qu'au-delà des images, il y a le son. Et moi, c'est ça qui m'a marqué la première fois qu'on a diffusé des vidéos. C'était les ronflements de Gisèle Pellicot. Et quand on entend les accusés dire « Non, mais c'est un viol involontaire, non, mais je ne savais pas qu'elle n'était pas consentante, je pensais que c'était un jeu libertin de couple, etc. » Quand on voit quand même un être qui est presque tel un cadavre allongé sur son lit et qui ronfle, et qu'ensuite on nous dit devant la cour criminelle du Vaucluse « Non, mais je savais pas, je pensais qu'elle faisait semblant de dormir et qu'elle ronfle quand même. » On se dit, bon, il y a un décalage entre la défense de l'accusé et les images qu'on voit et qui quand même témoignent de l'état de léthargie totale de Gisèle Pellicot. Il y a quoi? Il y a une cinquantaine de vidéos, non? Ou plus? D'une durée, généralement? Une centaine de vidéos. Une centaine de vidéos. Les durées varient. Enfin, il y a à chaque fois des noms que Dominique Pellicot a donnés aux vidéos, tous plus atroces les uns que les autres. Ah oui. Et après, ça dépend. Ça peut être quelques secondes, ça peut être plusieurs minutes. Voilà, ça dépend vraiment. Et les enfants partent. Les enfants de Dominique et Gisèle Pellicot n'assistent pas à ce visionnage. Systématiquement, les enfants sortent de la salle parce que c'est déjà une grande épreuve pour cette famille que ce procès-là. Ils préfèrent se préserver des images, on peut comprendre. Oui. Et quelle relation vous avez, vous, en tant que journaliste, avec les avocats et même parfois les prévenus? Est-ce que vous les croisez en dehors de la salle d'audience? Est-ce que vous avez la possibilité de les interviewer un peu quand vous voulez, d'ailleurs? Alors oui, effectivement, on peut, alors les avocats, on leur parle régulièrement lors des suspensions d'audience, on peut aller les voir autour de la machine à café, etc. Après, les accusés, oui, on les croise aussi. Alors la plupart partent très vite du tribunal parce qu'ils n'ont pas envie d'être vus. D'ailleurs, au tout début du procès, je me souviens, il y avait une certaine violence aussi à l'égard des journalistes. Je me souviens de l'un d'eux qui avait un peu brutalisé un journaliste avec une caméra. Ah oui. Voilà, non mais oui, parce que comme je vous disais tout à l'heure, quand ils sortent de la salle d'audience, il y a tout ce mur de caméras et de spots qui les impressionnent. Et eux, ils l'ont dit d'ailleurs plusieurs fois à l'audience, ils disaient, voilà, maintenant que ce procès est médiatisé à ce point-là, moi j'ai perdu mon travail, on me dit voilà, que je suis un violeur, etc. Mais j'ai aussi une famille, bon, voilà. Mais oui, après on les croise.
accusent, ils vont déjeuner dans les restaurants autour du tribunal, etc. Mais alors, il y a un restaurant où Gisèle Pelicot va systématiquement et qui se trouve juste en face d'une brasserie où les accusés vont systématiquement, qui a d'ailleurs maintenant le surnom un peu de bar des accusés. Ah oui. Donc on sait qu'ils y vont tous. Ouais. Et parmi eux, il y en a un notamment qui est l'un des seuls qui accepte de parler aux journalistes et qui dit qu'il ne comprend pas, qui s'excuse, j'avais rencontré le gérant de cet établissement qui m'avait expliqué qu'il parlait régulièrement avec cet accusé et qui lui disait mais il en a gros sur la patate, vraiment, et il arrête pas, moi je lui demande rien, il arrête pas de me dire qu'il n'a pas violé, il le répète à tout bout de champ. Voilà. Mais c'est des choses qu'on entend aussi dans la salle d'audience et c'est peut-être ça qui est aussi très frappant, c'est qu'on a des accusés qui nient parfois les faits et qui nous parlent de viol involontaire. Qu'est-ce qu'un viol involontaire? De viol par politesse, pour surtout ne pas froisser Dominique Pelicot. Ça, vous avez entendu ça, viol par politesse. Ouais, ça c'est dur en fait à entendre. Je trouve qu'il y a une violence supplémentaire à entendre ces choses-là. Et j'essaie de mettre à la place de Gisèle Pelicot, qui elle aimerait comprendre surtout pourquoi ces hommes-là ont fait ça. Pourquoi il n'y en a pas un seul qui au moins a appelé la police de manière anonyme une fois sorti de la chambre. Enfin, il y a plein de questions qui se posent et la plupart, la défense majoritaire, on va dire, c'est de dire je n'avais pas, alors je reconnais la matérialité des faits, c'est-à-dire je reconnais les viols, je ne peux pas le nier puisqu'il y a des images. En revanche, je nie l'intentionnalité. C'est-à-dire je n'avais pas l'intention de commettre un viol, je n'en avais pas conscience. Ce que vous nous racontez là, Margot Dadémar, vous pouvez le raconter parce que vous assistez à cette audience au même titre que les quelques rares personnes qui sont triées sur le volet et qui peuvent accéder à la salle d'audience. Et ce n'est pas le cas des millions et des millions de Français qui s'intéressent à cette affaire. Pourquoi ? Parce qu'en France, les procès ne sont pas filmés. On n'a pas accès justement à toutes ces informations, à cette ambiance que vous voyez et grâce à laquelle vous pouvez peut-être aussi vous faire un avis. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Aux États-Unis, les procès sont filmés depuis 1959. Il existe même une chaîne qui est spécialisée, qui s'appelle Court TV d'ailleurs, où les procès sont diffusés 24 heures sur 24. Est-ce que vous pensez qu'en France, la législation doit changer ? Est-ce que les procès devraient être aussi diffusés à la télévision, selon vous ? Alors je crois, il y a quand même une émission sur France 2 qui filme parfois les procès. Oui, exactement. Justice en France, me semble-t-il. Voilà, c'est ça, effectivement, on peut voir un procès et ensuite il y a une sorte de... Mais ils sont déjà jugés, en l'occurrence. Ils sont déjà terminés, me semble-t-il. Alors donc aux États-Unis, c'est au moment du... Voilà, c'est ça, exactement. C'est la différence. Ah oui, d'accord. Comme si on regardait en direct le procès Mazan. Voilà. Alors il y a eu beaucoup d'arguments qui consistaient à dire que ça allait starifier les avocats, qu'ils allaient en faire des caisses justement parce qu'ils savent qu'ils sont filmés, que ça allait un petit peu orienter les débats d'un côté comme de l'autre, quoi. Alors après, là, c'est filmé, il y a une salle de retransmission, donc on peut voir en direct si on se déplace effectivement à Avignon. Exactement. Après, je pense que c'est, par exemple, ce que fait France 2, c'est très intéressant parce que ça permet aussi aux Français de se familiariser avec la justice qui peut paraître parfois quelque chose comme une espèce d'institution un peu très froide et lointaine. Et c'est peut-être, il y a ce côté-là aussi, et quand on se rend, je pense, dans une salle d'audience, que ce soit à la télévision ou physiquement, dans une salle d'audience ou dans une salle de retransmission, on comprend quand même qu'on a affaire à des choses profondément humaines et que ce côté très, qui peut faire un peu peur, justice, quand on ne connaît pas, avec tous ces grands mots qu'on utilise, l'accusation, je sais pas, le parquet, le ministère public, enfin, ça peut faire un peu peur et je pense que montrer qu'en fait ce sont des drames humains qui se jouent dans ces salles d'audience, c'est aussi important. Ouais, et le procès du 13 novembre avait été filmé, alors pas retransmis, mais il avait été filmé pour l'histoire. Vous avez pu parler à Gisèle Pelicot ? Oui, alors Gisèle Pelicot, on la voit tout le temps. Alors moi, elle n'a pas donné d'interview dans la presse, les médias. Elle n'a jamais parlé. Avant le procès, elle n'a jamais parlé. On a entendu pour la première fois le son de sa voix le premier jour de prise de parole au procès. Oui. Et ensuite, là, pour l'instant, évidemment, elle ne prend pas la parole, si ce n'est parfois quand elle sort de la salle d'audience, parce que le procès est encore en cours. Donc, c'est une épreuve énorme pour elle. En revanche, par exemple, sa fille, Caroline Darian, à l'époque, elle avait sorti un livre, c'était 3-4 ans avant le procès. Donc, je l'avais rencontrée, on avait fait un entretien pour le Figaro. Et elle a même créé ensuite une association qui s'appelle Mandorpa, qui est une association qui milite pour tout ce qui est soumission chimique, c'est-à-dire la compréhension de ce phénomène qui était encore un peu
méconnu à l'époque et qui aujourd'hui est mis en lumière par ce procès de Mazan. Et ensuite, est-ce que Gisèle Pelicot va prendre la parole à la fin médiatiquement, j'entends, à la fin du procès, voilà. Vous ne savez pas, l'avocat ne fait aucune promesse à aucun média là-dessus? Non, ils sont dans le procès aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'ils sont focalisés sur ça et ils verront pour la suite. Très très rapidement, parce qu'on arrive au bout de cette interview, vous retiendrez quoi, vous, à titre personnel, de ce procès? Qu'un bon père de famille, sous tout rapport à première vue, peut commettre des atrocités? Ça, on le voit, on peut penser à Le Grélé, par exemple, qui était un militaire, un policier, un gendarme, pardon, qui lui aussi était bon sur tout rapport. Qui a participé à l'émission de Nagui, d'ailleurs. Voilà. Non, moi, ce que je retiens, c'est plus Gisèle Pelicot, parce que c'est la lumière de ce procès. Ouais. C'est quelqu'un qui est d'une élégance assez impressionnante en contraste avec tout ce qui se joue dans cette salle d'audience et qui a une dignité qui est quand même assez Elle n'a jamais flanché pendant la durée. Jamais. Merci beaucoup Margot Dadémar, merci d'avoir été sur ce plateau. Vous êtes journaliste au Figaro et vous suivez donc le procès des viols de Mazan. Vous lirez avec beaucoup d'attention. Merci d'avoir été autour de cette table. Beaucoup. Et le Buzz TV revient dès demain, vendredi, avec Nicoletta. On va danser, on va chanter demain. Soyez au rendez-vous. Bonne soirée à toutes et à tous sur le Figaro TV.